sans doute. Donc, il est professeur de philosophie contemporaine et sciences humaines à l'Université de Lille, membre aussi de l'UMR Savoir, Texte, Langage, qui est un labo basé à l'Université de Lille, et président du centre Michel Foucault, ce qui nous rapproche du sujet d'aujourd'hui. Alors, les recherches de Philippe Sabot se développent autour de trois axes principaux. D'abord, l'étude philosophique des textes littéraires et d'œuvres de fiction. Et je mentionnerai à cet égard un petit ouvrage une synthèse extrêmement instructive qu'il a publié en 2002, qui s'appelle tout simplement Philosophie et littérature, au PUF, collection philosophie. Je m'en sers pas mal aussi, y compris dans le cadre de l'enseignement. Donc ça, c'est un premier axe, les relations entre philosophie, fiction, littérature. Un deuxième axe concerne directement alors les études sur Foucault et à partir de Foucault sur des questions comme celle de l'identité, de la vérité, du sujet, du pouvoir. Et troisièmement, un axe de recherche qui propose un questionnement éthique et politique sur la vulnérabilité, envisagée notamment à partir d'une clinique médicale et sociale. Et ça, évidemment, ça nous plonge en plein dans le cœur de nos travaux aujourd'hui, puisque la chaire, vous le savez, s'appelle « Relations et vulnérabilité », sera consacrée à Foucault. Je mentionne encore quelques publications de Philippe Sabot, quelques-unes des plus récentes, parce qu'elles sont nombreuses. Il a établi l'édition critique de Phénoménologie et psychologie de Michel Foucault, paru en 2021 chez Gallimard Le Seuil. Il a également dirigé un dossier de la revue consacré à Foucault, donc la revue Materiali Foucaultiani, dossier de 2021 sur vie, violence et pouvoir, figures et frontières de la biopolitique. Il a également co-dirigé le volume Discours et politique de l'identité à partir de Michel Foucault, paru aux presses du Septentrion en 2022, et dans un registre un tout petit peu différent, l'Anthropocène, une époque pour les transitions. C'était un dialogue avec Catherine Larère, paru également au Septentrion en 2022 aussi. J'ajouterai aussi, même si c'est un volume un tout petit peu plus ancien qui date de 2015, le très éclairant ouvrage sur Foucault qui s'intitule « Le même et l'ordre, Michel Foucault et le savoir à l'âge classique », donc paru aux éditions de l'ENS. Donc c'est un parcours à travers l'œuvre de Foucault à partir de la thématique de la vulnérabilité et des relations que nous propose Philippe Sabot. Alors quelques considérations pratiques. Donc la chaire va durer 2 jours, vous le savez, être divisée en 4 demi-journées. Philippe Sabot a donné un titre à chacune des 4 demi-journées. On va commencer par relire Foucault au prisme des relations. Vous le voyez apparaître derrière moi à l'écran. Donc c'est l'intitulé de la première des 4 demi-journées de ce parcours. Deuxième demi-journée, donc cet après-midi, se déprendre des identités, inventer des relations autres, point d'interrogation. Demain alors, demain matin, on passera entre les vivants et les morts. Et demain après-midi, relations et limites de l'humain. Donc 4 demi-journées qui vont se dérouler chaque fois selon le format suivant, le format habituel, en tout cas pour les habitués de l'école des sciences philosophiques et religieuses. Le format, c'est-à-dire un format de 3 heures par demi-journée. Donc on commence par environ 1h30 de présentation de Philippe Sabot, donc de l'orateur. Ensuite, on fait une petite pause café. Il y a du café, des jus, etc. Tout le monde est bienvenu. Et on reprend alors avec une longue plage de discussion qui dure à peu près 1h15, qui nous amènera donc de 9h30 à 12h30. 12h30, 13h30, c'est la pause déjeuner. Là aussi, je précise que le déjeuner est servi ici dans la salle, que des sandwichs sont prévus pour ceux qui le souhaitent, donc que tout le monde est bienvenu. On reprend alors à 13h30, c'est une petite différence par rapport au programme qui était annoncé au tout début de l'année, mais ça a été annoncé comme ça dans l'email d'invitation que vous avez peut-être reçu. Donc on reprend à 13h30 jusqu'à alors à 16h30. On termine donc une demi-heure plus tôt également. Même format que le matin, 1h30 de conférence, pause 1h15 à peu près de questions-réponses. Et même chose demain, reprise à 9h30, exactement le même horaire qu'aujourd'hui. Voilà, comme ça c'est symétrique et c'est plus simple.
Voilà donc pour les informations pratiques, et donc pensez à la plage de discussion, de débat. Donc n'hésitez pas à noter toutes vos questions pour le moment du débat qui suivra donc la première présentation. Et donc sans plus tarder, je passe la parole à Philippe Sabot pour cette première demi-journée, non sans d'ailleurs le remercier encore une fois d'avoir accepté cette invitation et cette tâche de mener à bien cette chaire de philosophie. Alors, merci en retour, hein, puisque c'est une invitation évidemment qui m'honore. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui parce que cette invitation me donne l'occasion de retrouver l'Université Saint-Louis et des collègues avec lesquels il est toujours plaisant et stimulant d'échanger, de discuter de philosophie, mais aussi de littérature, de cinéma et de tant d'autres choses. Et je suis très honoré également d'être ici, dans cette chaire, et un petit peu craintif, puisqu'évidemment, c'est un défi qui est lancé de présenter des aspects de son travail, des aspects d'une recherche qui est une recherche en cours, et que j'ai provisoirement unifié sous un titre lui-même dédoublé, Relations et vulnérabilité. Alors pour marquer justement l'unité du questionnement qui rassemble ces deux termes, je voudrais dire quelques mots pour commencer sur ce qui constitue en quelque sorte la trame d'ensemble de mon propos. Alors la démarche que je propose dans ces 4 conférences s'efforce de rendre compte d'abord de l'intérêt que représente pour moi le travail de pensée de Foucault sous les 3 aspects suivants. Premier aspect, celui de la restitution et de l'interprétation de la trajectoire que dessine cette pensée. C'est ce que j'appelle penser avec Foucault. Deuxième aspect, celui de la mise en perspective possible de cette pensée à partir d'autres pensées, d'autres démarches qui s'en nourrissent ou qui en approfondissent certains enjeux. C'est ce que j'appelle penser à partir de Foucault. Et enfin, le dernier aspect, c'est celui de la mise à l'épreuve de cette pensée, de discours, de manière de se rapporter au réel et aussi aux autres. C'est ce que j'appelle penser d'après Foucault, pour emprunter à Philippe Artière et à Mathieu Pot-Bonneville le titre de leur beau livre, ou le beau titre de leur livre. Donc il s'agira pour moi, je dirais aujourd'hui, dans les deux conférences d'aujourd'hui, de cheminer avec Foucault, en relisant certains de ses textes de près, mais il s'agira aussi de m'engager à partir et au-delà de ses ouvrages et même de sa pensée, dans des débats et des discussions que sa démarche a conduit, pour moi, à alimenter, à mettre en perspective, mais où Foucault lui-même cesse parfois d'être une référence et un passage obligé. Ce sera le cas demain dans les conférences proposées lors de la deuxième journée. Donc j'espère par là mettre au jour certaines des ressources critiques que cette pensée, mise en discussion avec d'autres, nous propose, nous fournit pour porter aussi d'autres enjeux propres à éclairer notre présent et à faire, comme le proposait Foucault, un diagnostic de notre actualité. Alors pour mener à bien cette entreprise, j'ai choisi de placer mon propos sous le signe des relations. Alors non seulement cela revient à faire l'hypothèse que Foucault lui-même n'a eu de cesse de penser des relations, ou à partir des relations, ce qui pourrait autoriser à qualifier sa démarche de relationnaliste, si on voulait absolument le lismer. Mais je souhaite également prendre appui sur cette thématique des relations et sur ce mode de pensée relationnaliste pour développer une série de réflexions qui, pour le dire d'un mot, vont conduire d'une certaine compréhension des relations de pouvoir, ou du pouvoir comme relationnel, de la place
que des sujets s'y voient assignés, a une interrogation sur la manière dont ces relations de pouvoir, par les partages qu'elles dessinent entre les individus, contribuent à développer, dans l'ordre des vies humaines, des formes de dépendance relationnelle, ces dépendances qui peuvent révéler, renforcer ou aggraver leur vulnérabilité. Donc je propose un cheminement qui part d'une clarification de la signification des relations de pouvoir pour aboutir à une réflexion sur le sens et la valeur que nous pouvons accorder aux relations humaines, au sens fort de cette expression, à ce qui vient les abîmer ou même les interrompre. Il ne s'agit pas seulement du coup de relire Foucault à la lumière de questionnements actuels sur la vulnérabilité. Je souhaite plutôt montrer comment certains concepts, certains modes de problématisation liés à la conception relationnelle du pouvoir, aux formes de subjectivation qui en découlent, ou encore aux considérations sur les résistances à construire et les luttes à mener, peuvent nous éclairer sur les enjeux éthico-politiques d'une pensée des relations, on pourrait même dire éthico-poétique, puisqu'il sera question de littérature, éthico-politique ou éthico-poétique, d'une pensée des relations et d'une vie en relation, une vie toujours prise dans des relations de pouvoir, mais susceptible en retour de les transformer. La question à se poser est de savoir dans quelles conditions et dans quelles limites. Alors, dans le cadre des deux interventions d'aujourd'hui, je vais m'attacher surtout à deux choses. D'abord, à expliciter le contenu et la portée de ce thème des relations de pouvoir, tel que Foucault l'élabore en particulier au cours des années 70. Et je vais m'attacher également à montrer comment Foucault a pu simultanément envisager le rapport entre sujet, pouvoir et normes comme un rapport consistant, un rapport qui offre l'armature notamment d'une disciplinarisation et d'un gouvernement des conduites, et dans le même temps comme un rapport mobile, un rapport plastique, susceptible de transformation. Et la question, encore une fois, sera de savoir quels sont les ressorts, quelle est la finalité et quelles sont les limites de ces transformations. Alors pour expliciter l'horizon politique général des analyses qui vont suivre, je vais commencer par faire un pas de côté, un petit pas de côté, et partir de la manière dont Étienne Balibar, dans l'ouvrage intitulé « La crainte des masses », propose de définir ce qu'il nomme différents concepts de la politique, qui sont, de son point de vue, des catégories permettant de penser la pratique politique. Alors, je retiendrai surtout les deux premiers de ces concepts qu'utilise Balibar, qui sont directement hérités de la pensée de Marx. Le troisième concept, c'est celui de civilité, et qui relève d'un usage propre à Étienne Balibar. Le premier de ces concepts, c'est celui d'émancipation. Il va dans le sens d'une revendication d'autonomie, de groupe d'individus, de peuples. Le second concept, qui m'intéressera davantage, est celui de transformation. Ce concept de transformation, il est présent, on le sait bien, en toutes lettres, dans la 11e thèse sur Feuerbach, lorsque Marx griffonne sur un papier la chose suivante: les philosophes ont seulement interprété le monde de diverses manières, ce qui compte, c'est de le transformer. Alors ce concept de transformation implique immédiatement, comme son corrélat fonctionnel, une analyse des conditions dans lesquelles peut se produire cette transformation. Tout se passe donc comme si notre manière de penser la politique après Marx, mais aussi d'après Marx,
se trouvait polarisé par ces deux concepts d'émancipation et de transformation. Et Balibar, toujours dans ce texte, La crainte des masses, propose en effet de distinguer ces deux concepts du point de vue des opérations politiques dont ils rendent compte pour nous aujourd'hui. Le concept d'émancipation, d'abord. Ce concept soutient, selon Balibar, la pensée d'une pratique politique à venir, comprise sous l'horizon eschatologique et normatif d'un au-delà. De l'autre côté, le concept de transformation renvoie plutôt à ce que Balibar nomme une politique de l'en-deçà, c'est-à-dire, pour le citer encore, à l'idée d'une foncière hétéronomie de la politique. Alors vous avez ici une citation de Balibar. Dans cette perspective, les pratiques subjectives ne sont donc pas reprises et réduites par une série de déterminations objectives, d'ordre institutionnel ou juridique, par exemple. Au contraire, non seulement elles sont maintenues et soutenues dans leur dimension active, mais c'est même à partir de ces pratiques subjectives que les processus d'assujettissement deviennent pleinement effectifs et intelligibles. La conduite des sujets, leur manière de se conduire et de problématiser leur action sont partie prenante du processus de l'assujettissement. Ce dernier, ce processus d'assujettissement, devant alors être entendu non pas dans le sens de la soumission unilatérale à une loi, mais dans celui d'un certain positionnement actif des individus par lequel ils se constituent eux-mêmes comme sujets normés. Autrement dit, pour être pleinement opératoire, l'assujettissement implique la liberté des sujets assujettis. L'assujettissement doit concerner des sujets libres. C'est le sens de cette citation, encore plus longue que la précédente, que vous avez sous les yeux et que je lis avec vous. Quand on définit l'exercice du pouvoir comme un mode d'action sur les actions des autres, c'est un passage qui suit quasiment le précédent, quand on les caractérise par le gouvernement des hommes les uns par les autres, au sens le plus étendu de ce mot, on y inclut un élément important, celui de la liberté. Le pouvoir ne s'exerce que sur des sujets libres, et en tant qu'ils sont libres. Entendons par là des sujets individuels ou collectifs qui ont devant eux un champ de possibilités où plusieurs conduites, plusieurs réactions et divers modes de comportement peuvent prendre place. Là où les déterminations sont saturées, il n'y a pas de relation de pouvoir. L'esclavage n'est pas un rapport de pouvoir lorsque l'homme est offert. Il s'agit alors d'un rapport physique de contrainte. Mais justement, lorsqu'il peut se déplacer et à la limite s'échapper. Il n'y a donc pas un face-à-face de pouvoir et de liberté, avec entre eux un rapport d'exclusion. Partout où le pouvoir s'exerce, la liberté disparaît, mais un jeu beaucoup plus complexe. Dans ce jeu, la liberté va bien apparaître comme condition d'existence du pouvoir, à la fois son préalable, puisqu'il faut qu'il y ait de la liberté pour que le pouvoir s'exerce, mais aussi son support permanent, puisque si elle se dérobait entièrement au pouvoir qui s'exerce sur elle, celui-ci disparaîtrait du fait même et devrait se trouver un substitut dans la coercition pure et simple de la violence. Mais, donc la liberté, apparaît aussi comme ce qui ne pourra que s'opposer à un exercice du pouvoir qui tente en fin de compte à la déterminer entièrement. C'est là qu'on voit le jeu complexe dont parle Foucault un peu plus haut. Il y a cette tendance à la détermination complète et la résistance finalement de la liberté
à cet exercice saturé du pouvoir. Dans ce passage, qui me semble tout à fait intéressant et important, au moins pour accéder à cette thématique des relations de pouvoir, on voit que la liberté, l'existence de sujets libres, est donc posée comme condition de possibilité et aussi immédiatement comme limitation toujours possible de l'exercice relationnel du pouvoir qu'elle conditionne et qu'elle constitue même. Par leurs actions, ces sujets libres définissent un champ ouvert de possibilités que le pouvoir, précisément, a pour objectif de structurer de manière immanente au fur et à mesure de leur production pratique. Cette structuration, cette on pourrait dire, tendance, ce processus de détermination de la liberté, ne relève donc pas d'un cadre juridique préalablement fixé. Elle ne procède pas non plus de l'exercice réactionnel d'une violence répressive, mais elle est exactement contemporaine du développement des subjectivités et des libertés. Elle s'invente au fur et à mesure et au sein même du développement des forces et de leurs rapports, où elle trouve donc ses propres conditions d'exercice, qui sont aussi ces conditions de transformation possible. Alors cette analyse des relations de pouvoir, qui fait intervenir comme le principe même de leur dynamique relationnelle la dimension d'une liberté ou de sujet libre, s'inscrit manifestement, je l'ai dit, dans le prolongement des travaux engagés par Foucault au milieu des années 70, avec en particulier ces développements consacrés à la thématique de la gouvernementalité pastorale et de son revers, les contre-conduites ou encore les révoltes de conduite qui, comme le montre Foucault, ont parcouru l'histoire du pastorat chrétien à la fin du Moyen-Âge et ont connu une intensité particulière au XVIe siècle avec les mouvements réformateurs et finalement la réforme protestante. Dans la conférence intitulée « Qu'est-ce que la critique ?», où Foucault opère notamment une rapide synthèse de ses premières recherches sur cette question de la gouvernementalité, conférence de 1978, il rappelle par exemple que ce qu'il nomme l'attitude critique ne dessine pas un au-delà des relations de pouvoir et du type d'assujettissement auquel ces relations donnent lieu. Elle définit plutôt, cette attitude, une puissance de problématisation et de subversion qui n'a sa place qu'au sein de ces relations de pouvoir et qui en est même l'aliment principal. En effet, le fait que des potentialités subversives, voire insurrectionnelles, subsistent au cœur du pouvoir, ne résulte pas d'une incapacité du pouvoir à en assurer la maîtrise, ne relève pas donc d'un défaut du pouvoir en tant que tel, qui du coup pourrait purement et simplement être renversé, qui laisserait le pouvoir en face de cette liberté. Au contraire, les potentialités subversives issues de l'exercice libre de la pratique des sujets composent en réalité avec le dispositif de pouvoir qui en structure la dynamique immanente. Et on voit du coup le sens fort qu'on peut donner à cette hétéronomie politique dont parle Balibar lorsqu'il analyse le concept de transformation et qu'il le renvoie par-dessus, au-delà de Marx, à Foucault. Alors, en ce sens, un tel dispositif de pouvoir, on le comprend, constitue moins une structure figée, avec donc un pôle actif, la loi, et derrière la loi, l'État, et un pôle passif, le sujet ou les sujets. Donc c'est moins une structure figée qu'un équilibre instable entre
structuration et déstructuration, entre conditionnement et déconditionnement, pour le dire à la Balibar, entre condition et transformation. C'est dire que la stabilisation du dispositif de pouvoir, d'un dispositif de pouvoir, est toujours relative, précaire, dans la mesure précisément où les relations de pouvoir ne sont jamais totalisables. On pourrait le dire dans un lexique sartrien, peut-être incongru lorsqu'on parle de Foucault, mais laissons-nous tenter. La totalisation de ces relations de pouvoir est toujours aussi détotalisée, ouverte donc sur un devenir et sur une contingence historique qui actualise et qui déstabilise son contenu en déplaçant sans cesse la limite entre soumission et insoumission. Dernière citation de ces essais sur le sujet et le pouvoir. S'il est vrai qu'au cœur des relations de pouvoir, et comme condition permanente de leur existence, il y a une insoumission et des libertés essentiellement rétives, il n'y a pas de relation de pouvoir sans résistance, sans échappatoire ou fuite, sans retournement éventuel. Toute relation de pouvoir implique donc, au moins de façon virtuelle, une stratégie de lutte sans que pour autant elles en viennent à se superposer, à perdre leur spécificité et finalement à se confondre. Elles constituent l'une pour l'autre une sorte de limite permanente, de point de renversement possible. En fait, entre relation de pouvoir et stratégie de lutte, il y a appel réciproque, enchaînement indéfini et renversement perpétuel. Donc ici, on voit comment Foucault, de manière répétée, essaye de clarifier cette notion des relations de pouvoir à partir de l'étroite corrélation qui existe entre pouvoir et insoumission, entre relations de pouvoir et lutte stratégique, dans la dimension de ce qu'il appelle un agonisme plutôt que dans celle d'un antagonisme. Cette corrélation, en effet, n'implique pas leur confusion, la confusion du pouvoir et de l'insoumission, mais, comme il l'indique, leur transformation mutuelle. Pouvoir et liberté sont pris au fond dans une dynamique de relance et de limitation réciproque qui constitue justement le creuset des relations de pouvoir en tant qu'elles développent de manière immanente des virtualités de résistance, des foyers d'instabilisation du dispositif, qui sont d'ailleurs d'autant plus déstabilisants et renversants qu'ils entrent en résonance les uns avec les autres et qu'ils prennent la forme stratégique, justement, d'un réseau ou de réseaux de résistance et de contestation. C'est toute une question, d'ailleurs, de savoir, pour le dire comme Judith Butler, comment peut se réaliser une politique de coalition, des coalitions, qui organise finalement cette limitation réciproque dont parle ici Foucault. Alors sur la base de cette rapide traversée de la réflexion foucaldienne sur le sujet et le pouvoir, et qui permet de clarifier le sens des relations de pouvoir telles qu'il les envisage, sur cette base, on peut donc nuancer l'idée que l'on a souvent prêtée et que l'on prête encore à Foucault d'un pouvoir qui piège, c'est-à-dire non pas l'idée d'un pouvoir transcendant qui s'appliquerait et viendrait contraindre les sujets, mais on pourrait dire d'un pouvoir d'autant plus redoutable et d'autant plus efficace, totalisant donc d'une certaine manière, qu'il est mobile et diffus et qu'il a vocation à s'insinuer
jusque dans les détails les plus infimes et les plus intimes de la conduite individuelle. Or, pour Foucault, il semble bien, au contraire, que l'efficacité du pouvoir se trouve limitée par ceux-là même qu'il cherche précisément à réguler et à ordonner, à savoir, on peut appeler la puissance d'agir des sujets. Alors, dans la suite de mon propos, je voudrais précisément voir comment tout ça fonctionne en mettant, si ces concepts fonctionnent et comment, en mettant à l'épreuve ces propositions générales sur le pouvoir, sur son efficacité et ses limites, et les confronter notamment à la perspective à la fois foucaldienne et post-foucaldienne de ce que l'on peut appeler de manière rapide le développement contemporain d'une société de surveillance et le déploiement corrélatif de stratégies de résistance possibles. Puisque c'est bien ça le point, hein, c'est de savoir comment, si et comment, dans quelles limites, il est possible de résister à l'intérieur de ces relations de pouvoir pour justement qu'elles ne soient pas un piège dans lequel nous sommes irréductiblement pris. Alors je partirai pour ce faire de cette espèce de matrice des relations de pouvoir que constitue la dimension de la surveillance. Cette dimension apparaît déjà au cœur des mécanismes disciplinaires qui s'organisent autour, à partir du modèle panoptique décrit dans Surveiller et punir. Mais, c'est ça qui m'intéresse, cette dimension de la surveillance permet également de suivre l'évolution de la réflexion de Foucault sur le pouvoir depuis le régime disciplinaire des relations de pouvoir jusqu'à leur intégration dans le cadre de la gouvernementalité, mais plus précisément d'une gouvernementalité biopolitique, où ces relations sont appelées à jouer une autre partition, c'est-à-dire à construire d'autres rapports entre le sujet et les normes. Donc l'objectif des remarques qui vont suivre est d'abord d'interroger les formes contemporaines de la surveillance en se concentrant sur quelques-unes des transformations récentes de notre rapport au contrôle, à la liberté et à la sécurité, en faisant référence à la fois au thème générique, général de la sécurité, et également au thème plus spécifique des dispositifs de sécurité dont parle Foucault dans Sécurité, territoire, population. Donc dans cette perspective, je voudrais m'appuyer sur les différents régimes de surveillance que Foucault a pu élaborer pour souligner d'une part comment ils permettent de mettre en lumière la dynamique relationnelle du pouvoir, notamment dans ses variations et ses recouvrements disciplinaires et biopolitiques, et pour réfléchir d'autre part, de manière critique, aux enjeux de notre actualité, caractérisés par un désir de sécurité sans précédent et par la mise en place de dispositifs de contrôle qui méritent d'être interrogés sur leur efficacité et sur leur pertinence d'un point de vue politique et social. Alors cette réflexion reçoit évidemment une signification particulière, ou en tout cas est même née, pour ce qui me concerne, de sa situation dans une actualité relativement récente, une actualité marquée par une crise sanitaire majeure qui a conduit justement à développer des techniques de surveillance adaptées, entre guillemets si on veut, à la gestion biosécuritaire d'une épidémie à l'échelle de la population mondiale. Alors on verra qu'en réinscrivant ces techniques dans le cadre des dispositifs de sécurité, leur portée, la portée de ces techniques s'étend bien au-delà de la problématique sanitaire actuelle et concerne de manière plus globale
des formes de subjectivation liées aux nouvelles technologies, à la capture de nos désirs et à la soumission plus ou moins consciente au contrôle diffus mais permanent de nos vies. Donc il s'agira de montrer quels sont les modes d'assujettissement impliqués par des relations de pouvoir nouées à partir de dispositifs de surveillance qui, dans l'ordre disciplinaire, participent des visées de contrôle et de correction des comportements à partir de leur suivi individualisé et qui, dans l'ordre biopolitique, se lient à des objectifs de sécurité au sens de l'évaluation et de la gestion des risques à l'échelle d'une population. Alors, pour accéder à ces enjeux, il importe d'abord de clarifier ce que l'on peut désigner comme une forme d'ambivalence dans le rapport que nous entretenons à l'idée même de surveillance, c'est-à-dire clarifier les significations contradictoires qu'elle peut recouvrir pour nous. Cette ambivalence, en effet, peut renvoyer d'abord à la réticence que nous avons face à la mise en place de toute une série de procédures de contrôle qui ont pour effet de limiter en fait et parfois en droit notre liberté. Mais ces dispositifs renvoient aussi, c'est là l'ambivalence, à un profond désir de sécurité qui appelle donc lui-même, au nom de la liberté, on pourrait dire, un renforcement du contrôle de certains actes, de certains comportements, voire de certaines populations qu'on peut qualifier de populations à risque, qu'il s'agisse dans un contexte géopolitique contemporain de personnes qu'on qualifiera de radicalisées, dont on estime qu'elles font courir par là un risque à la société, ou qu'il s'agisse, dans un tout autre registre, mais finalement on pourrait se demander s'il n'y a pas une continuité quand même entre ces registres, des personnes qui ont pu, dans une période récente, être infectées par le virus du Covid-19 ou susceptibles de développer des formes graves de la maladie et courant un risque si elles se trouvaient exposées à ce fameux virus. Une telle ambivalence peut être envisagée comme le corrélat d'une évolution qui concerne à la fois les modalités d'exercice de la surveillance et ses finalités supposées. Alors pour comprendre mieux ce point, on peut opérer un détour par les analyses proposées par Foucault à partir du milieu des années 70, lorsque justement il s'efforce de caractériser sous le thème des relations de pouvoir le régime de pouvoir qui fonctionne dans nos sociétés modernes et qui va dessiner pour lui successivement les contours d'une société disciplinaire panoptique et ceux d'une gouvernementalité biopolitique s'appuyant donc sur les fameux dispositifs de sécurité. Si les relations de pouvoir se modifient dans cette évolution, il semble bien qu'on peut retrouver cette évolution dans les opérations de la surveillance elle-même qui se transforment et qui ne jouent pas le même rôle dans l'un et l'autre cas. Et c'est cette différence qui, je pense, peut nous éclairer sur les modalités contemporaines de l'exercice du contrôle social et du même coup sur les relations de pouvoir au sein desquelles le profil de nos libertés se trouve redéfini. Alors, première étape, contrôler et discipliner. Dans surveiller et punir, la notion de surveillance se donne comme le corrélat d'une société disciplinaire et comme le mode opératoire de relations de pouvoir ancré dans ce que Foucault appellera, à la fin de la volonté de savoir, une anatomopolitique du corps humain. Cette anatomopolitique du corps humain vise un façonnement complet des individus
par le développement d'un contrôle portant sur leur corps, mais aussi sur leurs faits et gestes, sur leur répartition dans l'espace et le temps, et donc sur l'ensemble de leur déploiement vital et de leurs activités. Ce qui justifie ce type de contrôle intégral de la vie des individus et ce maillage du corps social par l'exercice de la discipline, c'est, comme l'indique Foucault, notamment dans le cours qui précède Surveiller et punir, qui s'appelle La société punitive, la nécessité, au moment de l'essor du capitalisme industriel, de fabriquer des sujets dociles et utiles, c'est-à-dire des sujets dont l'activité est orientée vers l'optimisation des gestes et des relations interindividuelles sur une chaîne de production. Donc, efficacité, au fond, productive, qui construit donc ces sujets eux-mêmes productifs et qui construit leur propre force de travail. Pour Foucault, cette fabrique des sujets disciplinés s'étend à travers l'ensemble du corps social et nécessite donc des instances de contrôle qui sont aussi, et d'abord, des instances d'optimisation des conduites. On comprend à partir de là que la surveillance va s'inscrire dans une espèce de continuum du contrôle social. Foucault parle lui-même d'un grand panoptisme social qui couvre, je le cite encore, un vaste réseau institutionnel de séquestration comprenant l'usine, l'école, l'hôpital psychiatrique, l'hôpital tout court, la prison, et on pourrait dire bien d'autres institutions. À ce titre, la surveillance, donc comme matrice des relations de pouvoir de type disciplinaire, participe d'un effort d'attention constante et fine aux déviances de tous ordres, et en même temps, elle construit le savoir d'examen, qui permet de corriger efficacement ces déviances en les mesurant à une norme préalablement posée et fixée dans des discours savants, dans des règlements, dans des lois. On a donc ici affaire à un type de pouvoir. Alors, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans ce que Foucault décrit dans les sujets et le pouvoir, qui est un texte ultérieur. On est plutôt dans l'exercice justement de cette dimension coercitive du pouvoir sur des sujets. Donc on a affaire ici à un type de pouvoir qui s'exerce sur les individus sous forme de surveillance individuelle et continuelle, sous forme de contrôle, de punition et de récompense, et sous forme de correction, c'est-à-dire de formation et de transformation des individus en fonction de certaines normes. Donc ça, c'est pas dans Surveiller et punir, mais c'est dans un texte qui prépare Surveiller et punir, qui s'intitule La vérité et les formes juridiques, une série de conférences faites à Rio 2 ans auparavant. Donc, suivant cette première approche, la surveillance apparaît comme le biais technologique d'une société disciplinaire, et le type de contrôle qu'elle permet d'assurer est orienté vers la correction des manquements individuels à la norme. Alors si on l'envisage de cette manière et si on cherche à projeter ce mode de surveillance comme mode d'exercice des relations de pouvoir dans notre époque, sur notre époque contemporaine, on pourrait dire que ce contrôle des comportements individuels à visée normalisatrice peut apparaître comme une atteinte caractérisée à la liberté et à la reconnaissance de l'égalité de principe des citoyens. En effet, la mise en œuvre de ce type de surveillance implique une distinction, une hiérarchisation entre l'utile et l'inutile. Elle conduit à distribuer les sujets en bons et mauvais sujets, ces derniers, les mauvais sujets, étant à surveiller de manière plus poussée et, le cas échéant, à corriger pour les rendre conformes
à une norme préalable et diffusée dans l'ensemble du corps social, qui est, comme je l'indiquais précédemment, une norme productive. On pourrait retrouver ces partages qui ont fait couler beaucoup d'encre entre l'essentiel et l'inessentiel, permettant de savoir quel type de commerce pouvait ouvrir son volet et quel autre devait le maintenir fermé pendant la crise sanitaire et les restrictions qui l'ont accompagné. La surveillance se donne ainsi comme l'effet, mais on pourrait dire aussi comme le modèle, d'un pouvoir qui opère par le tri, la sélection, la distribution, la correction, et un pouvoir qui, en tout cas, fait prévaloir la norme à atteindre ou à respecter sur la liberté des individus. Donc on est vraiment dans ce régime de contrainte dont Foucault s'écarte ensuite dans le sujet du pouvoir. Comme le souligne toujours Foucault, le schéma général de cette surveillance panoptique tire sa force d'un principe d'économie du pouvoir à l'œuvre dans les dispositifs disciplinaires. Cette économie, d'ailleurs, joue à un double niveau. D'abord au niveau des agents impliqués, puisqu'un minimum de contrôle et de direction doit permettre de toucher un maximum de cibles. Et cette tour centrale dans la prison qui permet d'avoir une vue sur l'ensemble des cellules réparties autour de cet œil central. Et cette économie joue également au niveau de la forme du pouvoir exercé, puisque celui-ci ne cherche pas ou n'a pas même à émettre des signes de puissance, il n'a pas même à imposer sa marque sur des sujets, mais il se contente de les capter, on pourrait dire à distance, dans un mécanisme d'objectivation. La force de ce mode de surveillance intégrale réside donc dans la densité et l'efficacité du réseau relationnel dans lequel sont pris les sujets en tant qu'objet du contrôle et de la correction. La pression constante de normes de comportement, diffusées de façon continue, agit de manière préventive en assurant le développement d'une sorte d'autosurveillance, d'application par chaque sujet à lui-même de certaines restrictions, de certaines habitudes comportementales qui permettent de réduire les contrôles externes et par conséquent d'alléger le dispositif sans pour autant nuire à son efficacité. Alors, comme je le disais précédemment, cette efficacité mérite cependant d'être évaluée de manière nuancée à l'aune des exigences démocratiques de nos sociétés libérales. Libérales au sens politique du terme. On peut souligner en effet l'atteinte caractérisée aux libertés individuelles que représente la modélisation panoptique d'une surveillance généralisée à l'ensemble du corps social. Et par ailleurs, au sein des relations disciplinaires qui se mettent en place dans ce régime panoptique du pouvoir, on peut relever d'un point de vue structurel la disproportion hiérarchique et l'absence de réciprocité entre ceux qui disposent des instruments de surveillance et du savoir qu'ils permettent de recueillir, et ceux qui en sont les cibles et qui subissent les effets concrets de cette discipline mise en œuvre sur fond de ce savoir d'examen. Mais on peut ajouter que ce mode de surveillance exhaustive et continue, qui se trouve ainsi mis en œuvre, peut apparaître également comme la condition de la sécurité de tous. On notera ainsi que la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 a pu, en 2020, mettre au premier plan ce modèle disciplinaire de la surveillance en procédant au confinement généralisé de la population, que ce soit à l'échelle d'un pays, comme en France, ou de villes comme en Chine et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. La surveillance des mouvements individuels, des faits et gestes de chacun, a pu, au moins dans le discours public, le discours politique, se trouver justifié au nom de la garantie de la sécurité de tous, passant par l'éradication du moindre risque
par le contrôle drastique des populations, de leur circulation et de leur brassage potentiellement contaminant. Cette pratique du confinement de la population pose évidemment la question de la mise en sécurité et de la protection des travailleurs qu'on appelle les travailleurs de première ligne, les agents du soin notamment, les travailleurs de seconde ligne, c'est-à-dire les salariés des commerces de première nécessité, sans oublier les personnes âgées en résidence, en EHPAD, prendre le terme français, qui se sont retrouvés en quelque sorte surconfinés par l'application de protocoles sanitaires extrêmement rigoureux, réduisant au maximum les contacts avec le monde extérieur, y compris avec leurs proches. Il reste qu'au-delà de ces problématiques actuelles d'une construction politique de l'inégalité des vies et des formes de vulnérabilité aggravées qui peuvent en découler, ces confinements de 2020 et 2021 font écho de manière étonnante, et on pourrait dire glaçante, à la description que Foucault avait donnée en 1975 de la gestion de l'épidémie de peste, imposant un quadrillage disciplinaire des villes dans le but d'empêcher toute circulation du virus par l'immobilisation des personnes, malades ou non, à leur domicile, et par la mise en place d'un système de surveillance strict qui porte à la fois sur le respect de ces règles de confinement et sur les agents de la surveillance eux-mêmes. Je vous remets en mémoire ce texte de surveiller et punir. Il faut que je le retrouve moi-même. Voilà. Espace découpé, immobile, figé. Chacun est arrimé à sa place et s'il bouge, il y va de sa vie, contagion ou punition. L'inspection fonctionne sans cesse. Le regard partout est en éveil, aux portes des postes de surveillance et au bout de chaque rue des sentinelles. Tous les jours, l'intendant visite le quartier dont il a la charge, s'enquiert si les syndics quittent de leurs tâches, si les habitants ont à s'en plaindre. Il surveille leurs actions. Tous les jours aussi, le syndic passe dans la rue dont il est responsable, s'arrête devant chaque maison, fait placer tous les habitants aux fenêtres. Ceux qui habiteraient sur la cour se verraient assigner une fenêtre sur la rue où nul autre qu'eux ne pourrait se montrer. Appelle chacun par son nom, s'informe de l'état de tous, un par un. Chacun enfermé dans sa cage, chacun à sa fenêtre, répondant à son nom et se montrant quand on lui demande. C'est la grande revue des vivants et des morts. Cette surveillance prend appui sur un système d'enregistrement permanent. Rapport des syndics aux intendants, des intendants aux échevins ou aux maires. Cet espace clos, découpé, surveillé en tous ses points, où les individus sont insérés en une place fixe, où les moindres mouvements sont contrôlés, où tous les événements sont enregistrés, où un travail ininterrompu d'écriture relie le centre et la périphérie, où le pouvoir s'exerce sans partage, selon une figure hiérarchique continue, où chaque individu est constamment repéré, examiné et distribué entre les vivants, les malades et les morts. Tout cela constitue un modèle compact du dispositif disciplinaire. Alors, dans ce dispositif disciplinaire, tel que Foucault le rappelle ici sur la base d'archives historiques, dans ce dispositif, personne n'échappe à la surveillance, chacun doit s'y soumettre car il y va de sa vie propre autant que de l'efficacité du système de surveillance lui-même, fondé sur un enregistrement du pathologique qui doit être, écrit Foucault, constant et centralisé. Donc on voit qu'à un premier stade de développement de sa réflexion sur l'exercice du pouvoir et la mise en place de relations de pouvoir qui sont des relations, là pour le coup, extrêmement contraignantes à travers ce modèle de la surveillance panoptique, on voit que se déploie donc une forme de contrôle social qui permet de rendre compte déjà de l'ambivalence attachée au principe même de la surveillance. Cette histoire du contrôle social permet en effet de saisir les différentes facettes d'un tel contrôle qui articule le versant coercitif d'une prise sur les libertés individuelles
et le versant plus ambigu d'une sécurisation sanitaire des populations. On trouve chez Foucault lui-même le glissement d'un versant à l'autre, pour arriver finalement à la compréhension de ce qu'il écrit dans les 2 essais sur le sujet et le pouvoir. Et ce glissement correspond à l'introduction de l'hypothèse de la biopolitique de la population, à partir de laquelle est introduite la notion de gouvernementalité. La question est donc de savoir, pour rentrer plus avant dans ces relations de pouvoir et leur manière de fonctionner, que signifie pour le régime de surveillance qu'il implique, et donc pour le mode d'exercice relationnel du pouvoir qui en découle, cette réarticulation de la société disciplinaire aux enjeux et aux objectifs d'un gouvernement de la population. En réalité, et au-delà de la complémentarité manifeste entre les différents régimes de pouvoir qu'il étudie au cours des années 70, l'enjeu pour Foucault est bien de réviser les coordonnées de cette analyse du pouvoir proposée dans Surveiller et punir, en élargissant le champ d'application, tout en précisant la transformation corrélative des modalités de la surveillance. Ce qu'il faut souligner en particulier, c'est qu'avec la gouvernementalité biopolitique, l'exercice de la surveillance se présente comme étant débarrassé de toute relation à une contrainte, alors que, comme on vient de le voir, la discipline ne l'exclut nullement, puisqu'elle vise même principalement à l'intérioriser, cette contrainte, en lui donnant progressivement la forme d'habitude et de comportement conforme à une norme préalablement établie, ou même une norme imposée à l'issue d'un rapport de force. La surveillance disciplinaire reste donc liée à une orthopédie sociale, c'est-à-dire, sous un volet correctif et même punitif, à un effort de redressement imposé au corps et aux individus qu'il est possible d'isoler, d'enfermer ou de confiner pour mieux en assurer et en vérifier les effets de ce redressement. Mais en avançant le thème de la gouvernementalité comme conduite des conduites et en l'ajustant à ce nouvel objet politique qu'est la population, Foucault reconnaît que l'orientation pratique des techniques de surveillance va se trouver elle-même transformée. En effet, l'imposition aux individus particuliers de règles disciplinaires se combine désormais à une planification ou à une régulation destinée aux grandes masses de la population. Il ne s'agit pas simplement d'un changement d'échelle des relations de pouvoir, il s'agit en réalité d'une toute autre logique dans la mesure où cette régulation investit la totalité de l'existence collective, envisagée cette fois dans l'ensemble de ces processus biologiques. Fécondité, mortalité, morbidité, maladie, hygiène. Ce sont alors les termes mêmes de la relation qui changent. Ce sont ces processus biologiques, et non plus les individus en tant que tels, qui vont faire l'objet d'une surveillance accrue. Et cette surveillance ne s'exerce plus, d'ailleurs, de la part de surveillants logés dans les recoins de l'architecture panoptique, mais elle s'exerce de la part d'experts, de statisticiens, qui observent, qui analysent à des fins de prévision l'évolution de courbes, de diagrammes, d'indicateurs, exprimant la santé ou l'état général d'une population vivant sur un territoire à administrer. Il s'agit même de surveiller, pour le rendre toujours plus efficace ou efficient, comme on dit, la santé du système de santé lui-même. Donc si on la conçoit comme reconfigurée selon le paradigme biopolitique, la surveillance change donc de forme et de finalité. Elle redimensionne et elle réoriente des relations de pouvoir qui ne visent plus seulement à identifier ou à constituer chacun selon sa conformité ou son écart par rapport à une norme préétablie, mais elle dessine désormais avant tout un nouveau partage entre les vivants.
La période de crise sanitaire à laquelle je faisais référence permet de prendre la mesure de ce déplacement. En temps épidémique, pandémique, l'exigence de biosécurité et la demande corrélative de biosurveillance s'accentuent de la part des individus, mais également de la part des pouvoirs publics, au nom de la santé du système de santé. On exige alors une surveillance qui cherche à sauver des vies, à protéger la population, et qui, pour la protéger, met en place des dispositifs d'identification et de suivi individualisé, permettant de définir le profil de chacun au sein de cette population. On distribue donc les individus selon les critères du sain et du pathologique, en rencontrant dans cette opération cartographique le cas complexe, en contexte épidémique, des personnes asymptomatiques ou des porteurs sains. On ne sait pas dans quelle case ranger. Ce profilage permet en tout cas de déterminer ce qui caractérise une population à risque en établissant des critères de vulnérabilité d'ordre sanitaire et social, l'isolement pouvant être un facteur de vulnérabilité secondaire, mais non moins préoccupant, comme le montre le cas des personnes âgées lors des différents confinements. Ce profilage permet de définir corrélativement, en fonction d'une échelle de risques établie par les pouvoirs publics et les autorités de santé, les protocoles sanitaires à mettre en place, tests, isolement, vaccination, afin d'intervenir au mieux sur les chaînes de contamination. La gestion sanitaire de l'épidémie prend donc appui sur des mécanismes disciplinaires qu'elle met au service de ses objectifs biopolitiques. Alors, à nouveau, cette protection préventive peut aller jusqu'à se retourner contre ceux-là même qui la réclament, en restreignant et en traçant leur liberté de mouvement, quarantaine, attestation de déplacement. Et cette surveillance protectrice trouve alors sa propre légitimité dans la dimension de la sécurité sanitaire, en rapport avec des enjeux de santé publique qui dépassent les individus isolés. Dans ce cadre, la surveillance va déplacer son point d'application stratégique et redessiner la configuration d'ensemble des relations de pouvoir en jeu dans ce cadre biopolitique. En effet, si la surveillance concerne encore les populations, elle porte plus précisément sur ces courbes épidémiologiques, sur ces indicateurs qui permettent de définir en termes de risque l'impact prévisible de la crise sanitaire en vue d'en réguler les effets médico-sociaux et en particulier pour mieux contrôler et gérer l'accès aux soins, qui est une ressource rare. Ce que l'on surveille alors, ce ne sont plus directement des individus, en suivant leur comportement pour vérifier leur conformité à une norme, modèle disciplinaire, ni même des populations, en suivant les processus biologiques qui la parcourent et la constituent. L'objet de la surveillance des autorités sanitaires, c'est désormais, dans ce contexte critique, un rapport entre les capacités limitées du système hospitalier et le développement d'un virus au sein d'une population. La surveillance, à l'ère de la biopolitique, devient alors l'un des rouages d'une raison publique sanitaire. Elle est l'instrument d'exercice et de mise en œuvre d'une politique de santé publique. Alors on en trouve encore l'illustration dans le traitement de la variole qui, comme le signale Foucault, obéit à un tout autre modèle que la gestion disciplinaire de la peste évoquée précédemment. Avec la variole, je donne de nouveau cette citation, extrait de Sécurité, Territoire, Population, le problème fondamental, ça va être de savoir combien de gens sont attaqués de variole, à quel âge, avec quels effets, quelle mortalité, quelles lésions ou quelles séquelles, quel risque on prend à se faire inoculer, quelle est la probabilité selon laquelle un individu risquera de mourir ou d'être atteint de variole malgré l'inoculation, quels sont les effets statistiques sur la population en général. Cette technologie biosécuritaire
corrélatif du développement de la médecine sociale et des grands programmes de santé publique, peut susciter l'ambivalence à l'égard des dispositifs de surveillance qu'elle déploie et sur lesquels elle prend appui pour s'exercer. En effet, on redoute et on critique le déploiement de ces dispositifs de biosécurité accrus en tant qu'ils semblent à nouveau mettre en péril les libertés individuelles avec les applications de traçage, les déclarations et les contrôles des déplacements. Mais dans le même temps, on en appelle au pouvoir public pour contrôler de manière active la circulation du virus et produire les signes, ne serait-ce que les signes, d'une surveillance accrue de son développement au sein de la population. C'est toute la stratégie, on pourrait dire, de communication, avec la publication des chiffres quotidiens du nombre de contaminations, les indicateurs des tendances épidémiologiques par territoire, par saison, par population, le taux de vaccination, etc. Certains en appellent même, ont pu en appeler au durcissement des restrictions de circulation et des conditions d'accès à certains lieux publics, avec l'instauration contestée, etc., du pass sanitaire. Pour mieux comprendre cette ambivalence et ses ressorts, il est nécessaire, je pense, d'approfondir l'analyse de ces modalités de surveillance qui n'ont pas fait disparaître les logiques disciplinaires fondées sur le triptyque surveillance, contrôle, correction, mais qui situent leur action et déploient les relations de pouvoir à un autre niveau, la population, et suivant d'autres finalités, la sécurité, et même d'autres modalités, notamment numériques. Et il me semble que, de ce point de vue, l'ambivalence qui caractérise notre rapport à la surveillance et à ses modalités d'exercice se nourrit d'une ambiguïté plus profonde de la surveillance elle-même, liée aux mutations de notre époque, qui n'est plus celle de Foucault, et en particulier au développement des outils numériques. Grâce à ces outils, la surveillance, ou à cause de ces outils, ou du fait de ces outils, pour rester neutre, la surveillance devient de moins en moins centralisée. Elle n'est plus l'opération exclusive d'une chaîne de commandement hiérarchique bien établie, comme c'était le cas dans la gestion de l'épidémie de peste, où chacun devait rendre des comptes aux autres, et pour finir, au comité de quartier chargé de faire le relevé des vivants et des morts. Mais même s'il n'y a plus cette chaîne de commandement hiérarchique, il serait illusoire d'imaginer que dans ce nouveau régime de surveillance à distance, les relations de pouvoir et leur emprise sur les sujets se relâchent et que des possibilités d'expression de rapport à soi et aux autres, libérées de cette emprise, peuvent se faire jour. En effet, comme le montre le développement des dispositifs de traçage et leur intégration aux outils les plus ordinaires de la communication et de la circulation, les smartphones, les automobiles, cette surveillance d'un nouveau type se diffuse toujours dans l'ensemble de la population et investit encore l'ensemble des actes du quotidien, de la communication à la consommation, en passant par les déplacements. L'enjeu majeur de ces nouvelles formes de surveillance devient alors la transparence des sujets numériques qui concentrent à la fois tous les désirs, désir de s'exposer ou d'exister dans l'univers virtuel des réseaux sociaux, et toutes les peurs, au premier rang desquelles la peur d'être dépossédé de soi, d'être privé de cette part d'opacité qui forme, peut-être illusoirement, le refuge de la liberté. Dans le prolongement et l'actualisation de certains développements foucaldiens, Bernard Harcourt a pu décrire de manière très convaincante, je trouve, le développement contemporain de cette transparence numérique, corrélative de la mutation d'une société de surveillance dans ce qu'il appelle une société d'exposition. Cette dernière forme, société d'exposition, est le pendant de ce que Deleuze désignait de son côté comme des sociétés de contrôle, prenant le relais de ce que Foucault avait décrit dans les années 70 comme société à pouvoir disciplinaire, dont j'ai parlé. Alors, il est important de souligner à nouveau que ces sociétés de contrôle ne mettent pas fin aux dispositifs de surveillance élaborés pour répondre aux objectifs de la normation disciplinaire, mais plutôt qu'elles les développent
et qu'elle les réoriente vers de nouveaux objectifs de l'ordre justement d'un contrôle régulateur. Alors comment caractériser ces sociétés de contrôle et le type de relation de pouvoir qui s'y déploie? On peut dire tout d'abord que ces sociétés, toujours pour reprendre un peu ces jalons, hein, ne fonctionnent plus à la sanction correctrice de comportements suivant des normes, de sanctions correctrices suivant des normes énoncées par des instances légales et contrôlées d'après un quadrillage disciplinaire des individus et de leurs actions. Mais de nouvelles formes de contrôle s'exercent. Ces formes sont plus réticulaires, elles opèrent à travers des dispositifs qui s'adressent avant tout à la motivation et à la participation des individus eux-mêmes, des sujets libres, et qui sont d'autant plus puissants, ces dispositifs, qu'ils vont jusqu'à prendre appui sur ce désir de participer à un vaste mouvement d'exposition de soi, allant de l'étalage de sa vie privée sur les réseaux sociaux jusqu'à la mise à disposition de données de santé personnelles sur des applications de traçage épidémiologique. Donc, au lieu de se relâcher, la surveillance se renforce donc en changeant de régime, c'est-à-dire en se virtualisant et en prenant la forme d'incitation et de sollicitation continue. Ce sont ces incitations-sollicitations qui deviennent l'objet même d'une surveillance, qui se présente alors comme un instrument efficace de prévention et de protection, c'est-à-dire une surveillance des virtualités de comportements problématiques en vue de sécuriser le corps social et, ce n'est pas négligeable, le fonctionnement optimal de l'économie. Le renouvellement donc de la société de surveillance en société de contrôle semble porté par cette adhésion collective à une virtualisation de l'existence individuelle, chacun étant mu par le désir de s'exposer dans l'espace virtuel, de sorte qu'une nouvelle forme de subjectivité se trouve façonnée par ces usages contemporains du numérique qui nous rendent de plus en plus transparents, brouillant les frontières du public et du privé, de la liberté et de la sécurité. Chacun devient intégralement traçable, intégré à des réseaux de données qui lui assignent un profil déterminé, dans l'ordre privé comme dans le registre du sanitaire, et qui induisent des comportements ciblés, prenant appui sur des désirs répertoriés. La surveillance porte donc désormais sur les traces qui récapitulent l'existence de chacun et qui sont disponibles pour des entreprises commerciales comme pour des instances de contrôle sécuritaire ou même des agences de renseignement. Ce qu'il faut bien comprendre pour saisir la nature des relations de pouvoir dans lesquelles nous sommes actuellement, on pourrait dire, insérés, c'est que l'ensemble de ces données est moins prélevé sur les individus, extrait de leur comportement, par une espèce de savoir d'examen de type disciplinaire, qu'il n'est fourni par les individus eux-mêmes, au gré de leurs achats, de leurs déplacements quotidiens dans l'espace public, de leurs consultations sur des moteurs de recherche, de leur mise à jour d'applications, comme ces applications qui ont vu le jour pendant la crise sanitaire. On parvient de cette manière à une reformulation de l'ambiguïté évoquée précédemment. En effet, le nouveau régime de surveillance des êtres numériques que nous sommes devenus et que tout nous pousse à devenir de plus en plus chaque jour, ce régime de surveillance s'appuie sur un désir d'exposition sans limite qui confère à chacun une transparence numérique. Mais cette transparence doit être, c'est là qu'est l'ambiguïté, doit être envisagée aussi bien comme le refuge, peut-être apparent, de la plus grande liberté et du désir le plus ardent, le désir d'exister, qu'elle peut être aussi bien vue comme ce refuge de la plus grande liberté que comme le vecteur d'une vulnérabilité accrue qui est comme le revers de cette exposition diffuse et continue sur les réseaux sociaux
et sur les applications numériques de tous ordres, devenues la source de tous les profilages. Comme a pu le relever dans son livre Le principe sécurité Frédéric Gros, de manière un peu ironique, mais finalement tellement juste, la police a moins besoin, pour obtenir des renseignements, d'espionner secrètement les individus que d'accéder à leurs réseaux sociaux sur lesquels ils livrent spontanément leur emploi du temps, leurs préoccupations, leurs photos, leurs relations. Donc la surveillance évolue en fonction de cette nouvelle donne individuelle et sociale. On assiste à une privation de l'intime, privation progressive de l'intime, qui est moins l'effet délibéré d'un certain exercice du pouvoir, et par exemple d'un pouvoir d'État centralisé, même si ça peut exister, que le nouveau régime de vérité dans lequel les sujets contemporains s'installent d'eux-mêmes, librement donc, pour exister. Nous ne sommes pas surveillés, au sens nous serions les objets passifs de cette surveillance. Nous nous exposons sciemment aux protocoles et aux dispositifs de surveillance de nos traces numériques, même si, évidemment, nous ne mesurons pas toujours le potentiel d'aliénation de cette exposition continue et parfois totale. Celle-ci, cette surveillance, cette exposition peut aller jusqu'au déploiement, ce qui a contribué au déploiement de ce que Vanessa Codaccioni appelle une société de vigilance, c'est-à-dire une société où chacun est appelé à surveiller les autres et à participer ainsi indirectement aux fins sécuritaires d'États autoritaires ou potentiellement autoritaires, dont l'exercice de l'autorité est d'autant plus insidieux qu'il se trouve justement relayé par les agents sociaux eux-mêmes, auto-investis donc de cette mission de vigilance. Au fond, l'habitude que nous avons prise d'être entourés de technologies numériques, du réseau Internet à l'Internet des objets, nous rend de plus en plus aveugles aux atteintes potentielles à la vie privée, peut-être à la vie tout court, que ces technologies représentent en tant qu'elles sont désormais les opérateurs majeurs de la surveillance. Dans la mesure où elles combinent le réticulaire et le participatif, ce type de surveillance investit intégralement la vie privée au point de lui donner sa consistance propre. Et le privé n'est plus alors ce qui se soustrait à l'emprise d'une surveillance possible, une espèce de résidu où se réfugierait la liberté individuelle, mais il est au contraire ce qui vient s'exposer au regard du plus grand nombre et aux algorithmes qui ciblent, profilent et finalement pilotent les désirs. Donc on voit l'importance de cette réorientation du phénomène de la surveillance pour caractériser les relations de pouvoir qui traversent la société d'exposition, et je dirais presque notre société d'exposition. Il s'agit désormais de surveiller et d'orienter les désirs individuels plutôt que de soumettre les corps indociles au regard panoptique et à la menace d'une sanction disciplinaire. L'exposition de soi est suscitée, sollicitée comme cet investissement que chacun a à réaliser dans sa propre existence. On peut même ajouter que si, d'une certaine manière, chacun peut sembler libre de se plier ou non à cette injonction douce d'être un soi exposé, en réalité, cette liberté reste elle-même conditionnée à la place que l'on souhaite occuper dans l'ordre social, voire tout simplement au fait d'y avoir une place. Le coût d'entrée pour participer à la société d'exposition, qui est le nouveau visage de la société de surveillance, c'est donc d'investir son soi dans cette transparence numérique, d'accepter tacitement de faire de sa vie privée elle-même un espace de négociation où l'on échange des données privées contre des produits ou des services. Alors je conclus. Au vu donc des ambiguïtés qui affectent l'exercice de la surveillance d'aujourd'hui,
peu en bout de chaîne de cette histoire du contrôle social dont j'ai essayé de donner un aperçu rapide. Au vu de ces ambiguïtés, il est difficile de savoir quelle serait la formule la plus adéquate pour qualifier notre époque, notre actualité. Société disciplinaire, société de surveillance, société de contrôle, société d'exposition, voire société de vigilance. Peut-être que je proposerais que la surveillance reste un paradigme pertinent, mais à une double condition. D'abord, à condition de la délester de la référence à un dépositaire unique et en tout cas central, comme l'État, au profit d'instances de renseignement et de groupes politico-économiques multiples, des réseaux de surveillance diffus mais puissants, comme le montre le maillage des réseaux sociaux et des GAFAM. Ensuite, seconde condition, ce serait de comprendre la surveillance elle-même à partir de la dimension paradoxale, potentiellement aliénante, mais éminemment désirable, de la mise en spectacle et en transparence de soi-même, et à partir de modalités de contrôle qui, étant décentralisées, s'exercent en continu de l'espace social, de l'espace privé à l'espace social et de l'espace social à l'espace économique. Alors le point aveugle de ces analyses, c'est l'espèce presque de dernier mot foucaldien après ce passage à notre actualité. Le point aveugle de ces analyses demeure la possibilité d'une résistance active et pourquoi pas efficace à ces dispositifs faussement sécurisants qui font prévaloir l'attrait du désir sur le renoncement à l'exercice de la liberté et qui contribuent aussi potentiellement au développement d'une autosurveillance permanente des populations exposées. Donc on voit toute la difficulté. Comment fuir un pouvoir anonyme qui nous suit partout et qui fait corps avec le développement même de nos désirs et de notre existence virtualisée. Alors peut-être qu'il n'est pas raisonnable et même tout simplement possible de fuir ce pouvoir, mais puisque les relations de pouvoir nous empêchent finalement de le fuir, mais qu'il s'agit au contraire de lui faire face en développant une forme de contre-vigilance, de vigilance collective et citoyenne à l'égard de dispositifs ou de relations de pouvoir destinés justement à faire taire notre esprit critique, voire à mettre nos capacités de vigilance au service des instances du contrôle social. Alors, on a dans le champ des surveillance studies quelqu'un qui s'appelle Steve Mann, qui a pu opposer en ce sens à l'état de surveillance passive qui caractérise notre vie digitalisée, la pratique de ce qu'il appelle une sous-veillance à développer à l'égard de ceux-là même qui nous surveillent, qui disposent de notre liberté et qui misent sur notre soumission ou parfois sur notre contribution involontaire au protocole de sécurité, voire de sécurité nationale. Donc, il s'agit par là, dans la perspective de Steve Mann, et il n'est pas le seul, de proposer un panoptique inversé consistant à retourner la caméra de surveillance, à braquer l'objectif vers ceux qui nous regardent et à combattre la surveillance par encore plus de surveillance. Alors c'est le cas avec le mouvement Copwatch, initié aux États-Unis dans les années 90 pour lutter contre les violences policières en les documentant, ou encore, de manière plus hexagonale, en référence à la France, avec le site sous-surveillance.net qui met à disposition une carte complète, en tout cas actualisée, des caméras de surveillance de différentes villes de France. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que,
comme on le voit avec les lois de plus en plus répressives, qui cherchent à déjouer et même à pénaliser cette vigilance citoyenne et ces pratiques de surveillance, les pouvoirs en place s'inquiètent, on pourrait dire à bon droit, de ce type de retournement critique facilité aujourd'hui par la mise à disposition d'outils numériques de plus en plus sophistiqués, par le développement exponentiel des réseaux sociaux et par le développement de leur usage collaboratif et on pourrait même dire démocratique. Donc l'inquiétude des pouvoirs en place est sans doute à la mesure de l'effet dévastateur qui est susceptible de produire cette stratégie de surveillance ou de contre-surveillance si elle s'exerce à partir de collectifs citoyens révélant au grand jour les pièges, les dangers et l'opacité du régime de transparence numérique auquel nous sommes soumis et auquel, il faut bien le reconnaître, nous nous soumettons le plus souvent librement et même passionnément, comme si notre vie tout entière en dépendait. Et donc la difficulté réside dans un paradoxe tenace, inextricable, qui invite finalement à poursuivre cette réflexion sur les formes de résistance qu'on est capable d'inventer pour faire face au régime de savoir-pouvoir qui caractérise notre propre actualité. Le paradoxe tient dans une question, au fond, voulons-nous vraiment ne pas être trop surveillés ? Merci.